Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle semaine qui s'ouvre dans la compagnie des auteurs. Semaine que nous allons passer, quelle chance, à parler de Charles Baudelaire. Et oui, quelle chance nous avons de pouvoir replonger dans l'une des œuvres poétiques les plus marquantes du XIXe siècle. Une œuvre qu'ont admirée Rimbaud et Verlaine, qui a ému Mauriac aux larmes et qui ne cesse de nous parler à nous, hypocrites lecteurs, génération après génération. Nous avons pris prétexte de l'exposition L'œil de Baudelaire qui se tient jusqu'en janvier au musée de la vie romantique pour nous pencher sur ce poète et nous visiterons cette exposition jeudi prochain. Ce sera avec deux de ses commissaires, Robert Kopp et Charlotte Manzini. La veille, mercredi, nous nous serons demandé si l'auteur des Fleurs du Mal était moderne ou son contraire. Question qui ne se tranche pas facilement tant ses aspirations étaient contradictoires en ce domaine. Mathieu Vernet nous expliquera tout cela. Demain, nous nous promènerons dans les rues de Paris, du Paris de Baudelaire avec Didier Blonde, avant d'écouter Michel Deguy nous parler de son essai La Pietà Baudelaire. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, nous entamons cette semaine en racontant la vie du poète, une vie bien documentée par de nombreuses lettres, notamment celle particulièrement émouvante qu'il enverra toute sa vie à sa mère. Mon invitée d'aujourd'hui, Isabelle Viéville de Georges, s'en est beaucoup servi pour son livre Baudelaire clandestin de lui-même, paru en 2004 aux éditions Page après Page et réédité en 2011 chez Léo Cher. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique? Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis, vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie. J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or, je le hais, comme vous haïssez Dieu. Qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent, là-bas, là-bas. Les merveilleux nuages. Bonjour Isabelle Viéville de Georges. Bonjour. C'était L'étranger, extrait du Spleen de Paris, lu par Michel Piccoli. Et on pourrait presque se dire en écoutant ces vers que toute sa vie, toute la vie de Baudelaire est résumée dans ces quelques strophes. Ce qu'il aime, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la patrie, ce n'est pas sa mère ou son père, on va le voir. Mais c'est simplement les nuages, les merveilleux nuages. Oui, les nuages, et avec eux, cette notion d'infini qui se retrouve au cœur de sa personnalité, de ses aspirations et de son travail. Depuis qu'il est tout petit, il se meut toujours dans cette dimension d'infini. Elle symbolise pour lui la beauté. Je ne sais plus dans quel extrait il mentionne que la forme la plus achevée de la beauté gît dans la symétrie des mâts qui se balancent sur le fond du ciel. Et l'infini, c'est juste la mesure de Baudelaire, en fait. Alors dans ce poème, il parle, ce n'est pas lui bien entendu, c'est son personnage, son narrateur, de son père et de sa mère, et dire qu'il n'aime pas son père et sa mère, c'est faux, c'est même le contraire. On peut peut-être parler d'abord de son père, François Baudelaire, que vous décrivez dans votre biographie comme un homme bon, un homme attentionné à l'égard de son fils, un homme même extraordinaire pour son époque dans son rapport avec son enfant. Un homme assez extraordinaire dans son époque et qui avait un parcours extraordinaire, qui était un ancien prêtre défroqué et qui était un homme extrêmement intelligent et qui avait traversé la Révolution avec des amitiés contradictoires parmi les aristocrates et les philosophes, également des révolutionnaires, et qui avait toujours été extrêmement fidèle. Et un homme qui peignait beaucoup, qui aimait énormément la peinture, extrêmement cultivé. Et il épouse la mère de Baudelaire, Caroline, en secondes noces.
et elle a 30 ans de moins que lui. Donc lui, c'est un homme qui est déjà pratiquement à la retraite et qui se retrouve avec un petit garçon. Il a été précepteur toute sa vie. Et toute sa vie avant de travailler pour le Sénat et s'occuper des tableaux du Sénat notamment. Et en fait, Baudelaire va le connaître pendant 6 ans, 6 années merveilleuses au Luxembourg, et dans un échange perpétuel. Et d'ailleurs, pour un homme disparu si tôt, Baudelaire se souviendra toujours et mentionnera toujours ses promenades au Luxembourg comme une espèce de lumière, de rayon de lumière qui traverse son enfance et sa vie. Oui, on peut dire que véritablement, c'est son père qui lui fait découvrir la beauté, qui l'éveille à la beauté, et notamment à travers ses promenades au Jardin du Luxembourg. Les images, sa première passion, les représentations, les rimes, les vers, il lui peint un abécédaire, et là, il commence à lui apprendre le latin. Et son premier échange, son premier véritable échange, celui qui le construit, se trouve là avec cet homme-là, où il résonne de la même façon. En même temps, François Baudelaire est un homme extrêmement original. Et tout laisse penser que l'originalité de son fils trouve un écho et que certainement il a dû, dès les premières années, ils ont dû se retrouver sur une forme d'humour et d'absurde. Et c'est là où déjà on peut se demander si la vie de Baudelaire, le fils Charles, n'aurait pas été totalement autre si son père n'était pas mort alors que lui a seulement 6 ans. C'est une très très grande question, effectivement. Et vous vous l'êtes posée, on le sent dans votre livre. Oui. Oui, c'est si tragédie il y a, c'est la première, peut-être la première et la plus fondamentale. Parce qu'en fait, à partir du moment où il perd donc son père, tout va se verrouiller assez rapidement. Alors sa mère Caroline, on l'a dit, c'est une aristocrate désargentée qui vient du milieu des émigrés français, le milieu des aristocrates qui ont fui la terreur, Isabelle Viéville de Georges. Ils seront très proches, c'est même une légende, le rapport entre Charles Baudelaire et sa mère. Très étrange comme relation, Isabelle Viéville. Alors, au départ, oui, on a tendance à la trouver étrange, mais en fait, quand on se plonge réellement surtout en fait dans la correspondance de Charles dès qu'il est enfant, on se rend compte que donc il se retrouve à 6 ans, il se retrouve tout seul avec cette maman, donc à un âge très fusionnel avec la mère. Le père devient complètement absent. Elle a le même type de sensibilité que lui. Ils y font chacun, tous les deux. Je trouve plus mon. Ils en parlent souvent tous les deux. Ils y font référence tous les deux assez souvent. Et elle est le témoin finalement de ces 6 années qu'il a passées avec François et qui l'ont construite. Et quand il est avec elle, il n'a pas besoin d'être. D'abord, c'est sa maman, et elle sait tout ça, toute cette dimension un peu clandestine. Elle la connaît. Et au fond, c'est quelque chose qui est frappant, c'est que même à la fin de sa vie, avec le noyau de ses quelques 5-6 amis très proches, il va se dire toujours et constamment seul, sauf quand il est avec sa mère, une mère pourtant qu'il maltraite, qu'il houspille, Oui, et qui ne va absolument pas le protéger. Pas du tout. Notamment contre cet homme qu'elle rencontre 1 an après la mort de François Baudelaire, et dont le nom est célèbre, précisément à cause de Baudelaire, mais pas seulement, parce que c'est un homme qui avait des fonctions importantes dans la France de l'époque, et qui s'appelle Opic. Le général Opic. Oui. Et le général Opic a la particularité de présenter un parcours totalement similaire à celui de la mère de Baudelaire. Tous les deux, ce sont des enfants adoptés, tous les deux avec une naissance un petit peu mystérieuse. Et on a l'impression il y a une espèce de pacte bourgeois et de protection qui se noue entre les deux. Et en fait, au départ de cette espèce de verrouillage, dont personne n'a tellement conscience. Verrouillage de la vie de Baudelaire. De la vie de Baudelaire. En fait, il y a se noue un premier très grand malentendu. Et le malentendu est une deuxième tragédie dans la vie de Baudelaire, un malentendu perpétuel. Et en fait, au départ, on dit toujours que Opic est le beau-père détesté, mais au départ, pas du tout. Pour un enfant de 6 ans, c'est un héros qui arrive, un héros de guerre, prestigieux, un général scintillant, acclamé par tout le cercle de famille. Et Opic, très généreusement d'ailleurs, adopte, mais
pleinement sur tous les plans le fils de Caroline. Et le malentendu, il veut juste en faire éventuellement un militaire, quelqu'un qui diplomate. un diplomate, quelqu'un qui va finir d'ensoleiller le blason qu'il tente de reconstruire avec Caroline. Et pas du tout un poète, ou un littérateur, ou autre chose de ce genre. Et en fait, au départ, quand il présente par exemple Baudelaire au directeur de Louis le Grand, il lui dit « mais c'est un cadeau que je vous fais ». Et il le croit vraiment. Et il le croit vraiment. Il lui offre un phénatisticop, un jeu un peu merveilleux, qui est fascinant. Il le fait monter à cheval, il lui offre des fusils. Il y a une véritable relation père-fils. Et Baudelaire aime avec un peu de crainte, mais aime vraiment au pic. Ce qu'on peut dire peut-être, Isabelle Viéville-de-Georges, c'est qu'il y a une relation de l'ordre de la culpabilisation entre le fils et les parents, enfin la mère plus le beau-père, attendant énormément de cet enfant qu'ils sentent très intelligent et lui faisant savoir que s'il ne réussit pas assez, c'est de sa faute. Tout de suite, depuis le départ. Il est très très prometteur et tout de suite les notes ne sont pas du tout au rendez-vous. Et tous, même les professeurs, disent cet enfant est extrêmement doué. Et donc commence une pression parentale, mais qui est assez commune finalement, en disant mais il faut que tu t'amendes, fais un effort. Sauf qu'on lui demande d'être ce qu'il n'est pas. Mais lui est prêt à prendre pour argent comptant oui. ce qu'on lui dit, c'est-à-dire il est d'accord pour dire oui, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, je vais changer, chère maman, cher beau-père. Et c'est en ça, que c'est un révolté et jamais un rebelle en fait, parce qu'il ne, oui, il admet, Baudelaire est un affectif, et ça c'est vraiment, c'est ce qui va faire que sa vie va être si terrible en fin de compte. C'est un affectif, il aime ses parents. Il comprend ce qu'il lui demande, il trouve ça logique et il veut sincèrement le faire. Et quand il le dit, il est profondément sincère. Et simplement, la vie est là, elle tape aux portes, il y a toujours autre chose. Il fait une version latine, il est en train de gambader dans l'Antiquité. Il y a tellement d'autres choses, tout lui est sujet, tout lui est intérêt. Et jouir est la première. Jouir, c'est-à-dire jouir de la vie et vivre et se regarder vivre. C'est sa première façon d'être au monde. Pourquoi se regarder vivre ? Parce qu'il est toujours dans une auto-contemplation, une mise en abîme de lui-même. Il le dit d'ailleurs, j'ai cultivé mon hystérie avec jouissance et terreur. Et c'est quelque chose, c'est sa façon d'être. Et qu'on peut retrouver dans certains profils actuellement, qu'on commence à isoler psychologiquement. Comme par exemple ce qu'on dit, les enfants précoces ou les profils d'enfants surdoués. Présente souvent cet aspect. Alors sur la relation entre Baudelaire et sa mère, relation donc culpabilisante, je vous propose d'écouter comme en écho une archive de Georges Bataille qui parle de la culpabilité chez Baudelaire et chez Kafka. Pouvez-vous nous citer un ou deux écrivains qui aurait justement éprouvé la culpabilité d'écrire, enfin qui se serait senti coupable d'être écrivain? Eh bien, il me semble qu'il y en a deux qui se distinguent très particulièrement dans ce sens. Ce sont Baudelaire et Kafka. L'un et l'autre ont eu conscience qu'ils se mettaient du côté du mal, que par conséquent ils étaient coupables. Chez Baudelaire, c'est sensible dans le fait qu'il a écrit sous le titre des Fleurs du mal sa pensée qui lui tenait le plus à cœur, et quant à Kafka, s'est exprimé avec encore plus de netteté. Je crois que très expressément, et même d'une façon parfois exprimée, ils se sont sentis dans la situation de l'enfant devant les parents, de l'enfant qui désobéit et qui par conséquent se met dans une situation de mauvaise conscience parce qu'il se rappelle des parents qu'il a aimés et qui lui ont constamment dit qu'il ne devait pas faire cela, que c'était mal, et cela dans le sens le plus fort du mot.
Vous la sentez, Isabelle Viéville de Georges, cette culpabilité chez Baudelaire, que ce soit dans ses lettres d'enfant, comme après dans ses poèmes et dans toute son œuvre? Alors constamment, effectivement, jusqu'à la fin où il y a sa mère, mais tout ce que j'ai pu te faire subir, tu n'as plus rien à craindre de moi désormais, ça c'est les lettres qu'il lui envoie de Belgique, vraiment à la fin de sa vie. Et quand effectivement la conscience du mal, moi je vais même, enfin tout à fait, c'est la conscience dans le mal. Et vous allez plus loin, c'est ça que vous alliez dire? Ce que j'allais dire, non mais oui presque, c'est vraiment, enfin pour moi les fleurs du mal, c'est vraiment, c'est drôle, je fais un parallèle avec Poe, qui est aussi une grande fascination chez Baudelaire. Je rappelle que vous avez écrit une biographie de Edgar Allan Poe chez Léo Cher également. Et les deux, à leur façon, autant Poe a préfiguré le Big Bang dans son essai Eureka, autant pour moi les fleurs du mal sont presque un manifeste pré-psychanalytique de la conscience dans le mal et l'exploration au cœur de l'inconscient de la double capacité de chacun de bien et de mal. Et c'est vraiment ce qu'il explore. Il y a ce vers de l'irrémédiable où l'homme descend dans le puits, une torche à la main, qui, à mon avis, illustre le mouvement de ces fleurs du mal. Et c'est peut-être aussi une part de leur modernité, et en tout cas, c'est très certainement ce qui l'a fait condamner. Presque un écho, d'une certaine façon, à Coderlo de Laclos également. Et puisqu'on parle de Poe, disons tout de suite que cet écrivain américain aura une très grande place dans la vie de Baudelaire. Pourquoi lui en particulier, vous qui connaissez bien les deux? Alors, il a découvert le Chat Noir en 1947 et il écrit tout de suite qu'il en a éprouvé une singulière commotion. En fait, il s'est reconnu. Il s'est reconnu dans les thèmes abordés, il s'est reconnu dans la biographie du poète dès qu'il a commencé à traduire un petit peu les essais, les articles autour de Poe. Il s'est reconnu dans les thèmes, la rigueur, ce rapport au mal, la manipulation également, mais surtout la rigueur théorique également. Pour Baudelaire, l'art n'a pas d'autre finalité que l'art, et pour Poe également, qui est l'inventeur de la théorie critique. L'art qui n'a pas d'autre finalité que l'art, c'est la posture du dandy. Et Baudelaire devient, dans son adolescence, un dandy. À 16 ans, on dit volontiers qu'il est quelqu'un de bizarre. Ah oui, il affecte la bizarrerie, il adore la bizarrerie, il adore surprendre. Ce qu'aime Baudelaire, c'est voir surgir les choses dès qu'on bouscule un tout petit peu les choses qui sont communément admises. Et ça, il ne résiste pas, il adore tirer le tapis, il adore surprendre, il adore voir surgir ces choses-là. Sa première émotion, c'est à Lyon, quand le rire des aliénés, qui monte vers 6 heures du soir de l'hospice des Antiquailles, traverse une vision, la vision des coteaux du Lyonnais, serein et doux et mélancolique. Et c'est sa première référence au bizarre et qui va continuer. Ses amis disent que le soir, Baudelaire se couche sous son lit pour s'étonner. Il adore quand il rencontre Banville la première fois, il va vers lui et lui propose d'aller tout à trac, prendre un bain avec lui. Et Banville affecte de prendre ça très naturellement. Ils vont au bain tous les deux. Et c'est quelque chose qu'il cultive beaucoup. La surprise, l'inconnu, le nouveau, finalement. Et le mysticisme aussi. On peut dire que Baudelaire est mystique dès ses plus jeunes années. Il est mystique dès ses plus jeunes années, jusqu'à la fin. Chrétien à sa façon. De toute façon, il ne peut l'être qu'à sa façon, avec parfois des petites embardées un peu gnosiennes, gnostiques plutôt, on a envie de dire. Mais oui, mystique profondément, croyant profondément jusqu'à la fin, quand il montre à Nadar, quand il peut plus parler, et qu'il montre à Nadar, qui lui dit « Mais enfin, comment tu peux croire en Dieu ?» Et il lui montre le soleil qui se couche avec son poing en hurlant « Crénon !» C'est tout ce qu'il peut dire à l'époque. Où il aurait pu montrer les nuages, les nuages, merveilleux nuages. Alors c'est un dandy, Isabelle Viéville de Georges, qui vit assez mal sa scolarité, son adolescence, évidemment difficile, et puis c'est enfin la délivrance quand à 21 ans, il peut récupérer l'héritage paternel, car son père avait réussi tout de même, au fur et à mesure des années, à amasser une certaine fortune. Tout à fait. Et là, il a 2 ans de pur bonheur. Où là, il peut vivre comme un dandy. Il peut enfin vivre comme il l'entend. Et la première chose qu'il se fait, c'est se faire un habit absolument extraordinaire
que décrit Nadar d'ailleurs, avec col cassé, manchette évasée. On le voit venir de loin, il a une silhouette particulière. Et d'ailleurs, ce dandysme, on le retrouve aussi dans tous les tableaux de l'époque, au moment où la bourgeoisie le traite de dissolu, de personnes aux mœurs tout à fait condamnables, souillons, enfin tout ce qu'on peut imaginer, négligés, buveurs, invétérés. Dans tous les tableaux, vous le verrez toujours complètement à l'écart, avec un livre, et toujours extrêmement bien mis, presque encarcané dans sa silhouette extrêmement raide, et toujours un peu singulière. C'est jamais vraiment la mode du temps. D'ailleurs, il est toujours rasé quand les autres ont des barbes extrêmement fournies. Il tient toujours à sa singularité, un vrai dandy donc, et il la cultive jusqu'au bout. À tel point que ce qu'il aime faire à cette époque-là, c'est dépenser de l'argent alors en livres, en spectacles, en drogue. Et il arrive à dépenser la moitié de sa fortune en 2 années. Oui, alors en drogue, la drogue, il y vient par l'opiat balsamique parce qu'il a contracté très tôt. En fait, dès 41-42, il a déjà écrit la majeure partie des pièces des Fleurs du Mal. Et à côté de ça, il a déjà enlevé une fille du bordel pour l'installer en maison. Donc 42, ça veut dire qu'il a une vingtaine d'années. Oui, c'est ça, il a 21 ans. Donc, et il a donc déjà installé une fille. Il s'est meublé un appartement somptueux. Et effectivement, les livres, les spectacles... tout ça commence. Et donc, il attrape une première blénorragie et une première syphilis, et qui va traiter avec de l'opiat balsamique. Et c'est par l'opiat balsamique et le laudanum que Baudelaire vient à la drogue, quand il connaîtra des années de pauvreté et qu'il ne pourra plus sortir de chez lui, qu'il ne pourra plus rien faire, ou que la vie lui deviendra trop dure à ce moment-là. Et c'est pas du tout la drogue comme Gautier, le dawamesque, les fantasias du hashish. Ça, il y vient après, enfin, il en fait une ou deux, mais il aime pas tellement. Il chérit trop son esprit et sa rigueur. C'est plutôt thérapeutique. C'est thérapeutique et puis après, c'est surtout antidépressif. Alors évidemment, ces années de dépenses folles, ça dure pas très longtemps en fait, hein, c'est quelques mois, et bah évidemment c'est pas très bien vu du côté de ses parents, et il y a, dit le général Opic, urgence à arracher Baudelaire du pavé glissant de Paris, Isabelle Viéville de Georges. Du pavé glissant de Paris, et quand on regarde tous les amis qu'a Baudelaire à cette époque-là, on se rend compte que plus tard ils deviennent tous quelqu'un. Donc un pavé quand même déjà pas si glissant que ça. Mais oui, en fait, Baudelaire a commis un crime horrible et impardonnable en cette époque, et dans ce milieu-là, il a touché à la terre. Il a hypothéqué. Alors c'est vrai qu'il était en train de manger sa fortune. C'est pas le premier gamin, à mon avis, de cet âge-là, à flamber et à partir. Il faut voir quand même ce qu'a été sa vie jusque-là. C'était assez carcéral. Avec prenez sa défense. Hein. Un peu, oui. Mais après, voilà. Vous auriez dû être là au conseil de famille, où le général Opic... Opic a soigneusement remplacé petit à petit les amis de son père, qui devenaient assez vieux, c'est vrai, par ses amis à lui. Et il faut donc absolument protéger Baudelaire de lui-même. On peut se demander, effectivement, si on l'avait laissé aller jusqu'au bout, il n'y aurait plus eu d'argent, et il aurait bien fallu que Baudelaire fasse quelque chose. Et là, ça aurait peut-être été lui rendre sa liberté, en fin de compte. Et alors on l'envoie sur un bateau, comme ça se fait peut-être à l'époque, alors, oui, pour lui remettre un peu les idées en place. Absolument. Alors il y a eu le conseil judiciaire, c'était le premier conseil judiciaire, c'était avant ses 21 ans, c'était quand on est 18-20 ans. Ils se sont dit que donc c'est juste un conseil de famille, et on décide on va l'envoyer voir du pays, traverser le globe, et il va revenir avec la sagesse en poche. Un poète peut-être, mais un poète propre, dit Opic. Tout le monde sait bien que les poètes propres et les poètes sales, il faudrait peut-être pas mélanger. Et donc voilà, donc c'est une punition, mais c'est quand même une punition qui est un véritable cadeau. À 20 ans, on met Baudelaire sur un bateau, il n'a jamais quitté la France, il est allé un petit peu dans les Pyrénées, il est allé à Paris et à Lyon, c'est tout ce qu'il a vu, et surtout la pension d'ailleurs. Il a fait un petit voyage, La Rochelle peut-être. Et là, tout d'un coup, il faut se rappeler que c'est pas l'époque du tout du tourisme. Il part sur un bateau. Le paquebot des mers du Sud. Le paquebot des mers du Sud. Un paquebot comme on se l'imagine, c'est évidemment un bateau à voile. C'est un bateau à voile. Qui subit des tempêtes. Et pas du tout fait pour le tourisme. Et ils vont essuyer un typhon
dont le commandant Salis, qui est un homme en fin de carrière, dira un événement de mer comme j'en ai connu très peu. Et effectivement, ils ont vu vraiment leur dernière heure venue. Et Baudelaire a donc traversé, donc il traverse la terre, il connaît un typhon où leur vie est menacée, mise en danger au milieu des éléments, de l'infini de la mer et de l'infini du ciel, et il débarque au bout de plus de 3 mois de navigation ininterrompue. Donc il faut imaginer tout ce que ça veut dire en termes de solitude, de balancement, de jamais voir la terre, de perte de soi. Et il débarque tout d'un coup aux îles Mascareignes, Maurice et la Réunion. Donc c'est le paradis. Et là, c'est le paradis et l'enfer en même temps. Parce que la chaleur est énorme, l'humidité, le taux d'humidité est énorme aussi. Donc le ciel est gris, mais très très chaud. Les couleurs ne ressemblent à aucune autre couleur. Les odeurs sont extrêmement prégnantes. La chaleur est terriblement accablante. Et toutes les choses sont à la fois beaucoup plus proches et extrêmement sensuelles. Et quand on regarde la poésie de Baudelaire et sa sensualité et l'état d'épuisement dans lequel il arrive, c'est un choc complet. Et vous pensez que on n'a pas assez pris en compte ce voyage de Baudelaire pour comprendre plus tard ses poésies? En fait, on passe dessus comme si c'était un petit événement de quelques mois au fond sans importance. Pour vous, c'est là vraiment l'une des sources de sa littérature, de sa poésie? On en parle souvent comme s'il l'avait subi, ne voulant qu'une chose, c'était de rentrer en France. Alors oui, il ne voulait qu'une chose, c'était de rentrer en France. D'ailleurs, il est rentré plus tôt que prévu. Plus tôt que prévu, mais parce que c'était trop de tout. Mais il n'y a pas eu une seule seconde sur ce voyage où Baudelaire n'ait pas fixé vraiment la sémantique de toutes les fleurs du mal. Et on le retrouve ensuite partout. Après, picturalement... Il a écrit d'ailleurs des poèmes. Oui, à une dame créole. À une à Malabaresse, qui est son premier poème, le premier poème des fleurs du mal qu'il a vraiment écrit dès ce moment-là. Et ensuite, oui, picturalement, c'est ça. Picturalement, il est peint par Courbet avec un foulard de Madras. Et ce foulard de Madras, il l'a constamment avec lui. Et je pense que l'amour qu'il éprouve pour Jeanne Duval vient de là également. Je vous propose d'écouter ce que dit Pierre Paché des poèmes de Baudelaire qui sont les poèmes érotiques, puisque vous parlez de Jeanne Duval qui sera le grand amour de Charles Baudelaire. Lorsque tel poème considère, on pourrait dire comme dans un tableau, parce que Baudelaire est extraordinairement proche de la peinture, telle femme, le corps d'une femme, ce corps n'est pas immobile, il met en mouvement l'univers entier. Je pense à un poème que j'aime beaucoup, qui est la très chère était nue et les bijoux. La très chère était nue et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores. Alors ça pourrait être un poème dans lequel la femme ainsi considérée serait immobile, mais pas du tout. Sa seule présence, avec ses attraits, avec la mobilité de son corps, donne un mouvement extraordinaire à l'ensemble de la vision. Elle est un lieu de métamorphose. Juste, je cite une strophe, mais c'est pour le plaisir. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses. Voilà le mouvement. Et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ces métamorphoses, avec ce mot de métamorphose qui est à la fois savant et si long. Pierre Paché, interrogé pour une vie, une œuvre par Christine Le Cerf. Je vous voyais faire oui de la tête. Vous êtes d'accord avec ce que dit Pierre Paché? Oui, ça me refaisait penser à ce que dit Baudelaire, que le génie, il n'y a pas de génie aussi achevé qui ne soit un génie féminin. Et il parlait du mundus muliebri, le monde des femmes, leur appareil ondoyant et scintillant. Il y a eu un moment où, entre 6 et 8, pendant que Copic était en mission à l'étranger, où Baudelaire s'est retrouvé entre sa mère, les servantes, et la jeune Félicité du Cessois qui allait épouser son frère. Et il s'est retrouvé là, au milieu des femmes,
faire son miel de tout et à regarder, à se faire câliner. C'était là qu'il était heureux, et il vraisemblablement. était extrêmement heureux. Et d'ailleurs, au pic, dès qu'il est arrivé, il a dit ça suffit tout de suite à la pension et en vitesse. Et Jeanne Duval, alors, on peut dire un mot quand même de cette femme Oui. dominatrice, acariâtre. Beaucoup de ses amis se demandent ce qu'il fait avec elle. Dominatrice et acariâtre, mais elle n'a pas dû être que ça, puisqu'on s'aperçoit à la fin de la vie de Baudelaire, c'est ce qu'il écrit en tout cas à sa mère, qu'il lui a quand même mangé 2 fois ses bijoux et ses meubles, plus qu'il a également mangé les sous de la maman de Baudelaire, de Jeanne, pardon, et qu'il l'a assommée à coups d'étagère. Donc je pense qu'ils se sont battus autant qu'ils se sont réconciliés, et visiblement ils n'ont cessé toute leur vie de séparer, et en de même revenir temps, et de se quitter. en permanence, tout le temps. Et à tel point, alors que Jeanne Duval doit changer de nom, alors parfois c'est pour fuir ses autres amants, parce qu'elle en a, et puis parfois c'est pour fuir ses créanciers, parce que comme Baudelaire, elle a des créanciers, donc il se retrouvait bien aussi sur cette chose-là, sur cette bohème-là. Oui, tout à fait. Elle avait été d'ailleurs la maîtresse de Banville et de Nadar avant. Elle continue une vie trépidante, elle ne s'arrête pas pour autant. Et en même temps, elle refuse d'apprendre à lire, ce qui met Baudelaire en rage. Elle vire ses chats, elle met des chiens à la place. Elle jette ses manuscrits. Mais lui revient toujours, il la fait passer pour sa femme. Il l'instaure légataire universel de sa fortune avec un acte dont il a bien l'habitude, parce que Baudelaire est extrêmement cabot. Et il met en scène une fausse tentative de suicide. Oui. Et en fait, pour imposer Jeanne à ses parents. Qui dit je vais me suicider, n'oubliez pas, c'est pas grave, hein, mais n'oubliez pas de tout donner à Jeanne. Duval. Donc il y a vraiment, c'est évidemment un triple ressort. Il faut récupérer l'argent après. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Isabelle Viéville-de-Georges, il y a une tradition dans cette émission qui consiste à aller voir du côté des revues ce qu'elles proposent à leurs lecteurs. On fait ça tous les jours, à peu près à la moitié de l'émission. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Julien Bisson du magazine Lire qui vient nous parler du numéro en kiosque de Lire en ce moment. Bonjour Julien. Bonjour Mathieu. Et c'est sous le titre général « À la table des écrivains » que vous vous demandez si gastronomie et littérature font bon ménage. Oui, vous parlez de Baudelaire et les femmes, je vais vous parler d'un autre genre de chair, la bonne chair. Vous savez, il n'y a pas de passion plus française que celle de la gastronomie. Et les écrivains n'y sont peut-être pas étrangers, eux qui s'emploient depuis des siècles à nous mettre les mots à la bouche. De Rabelais à Alexandre Dumas, de Colette à Marcel Pagnol, ils sont nombreux, gourmets et gourmands, à avoir célébré la bonne chair dans leur vie comme dans leurs livres. Une recette reprise cette année encore par plusieurs plumes contemporaines, de Maëlys de Kerangal à Marianne Diaye, de François Valéjot à Mathias Sénard, pour mieux célébrer le mariage des Mauses et des Mets. Les dégoûts de l'existence s'évaporent lorsqu'on se retrouve entre amis autour d'une table, écrivait Michel Onfray dans Le ventre des philosophes. C'est dans cet esprit que Lire vous convie dans son numéro de novembre à un singulier festin à la table des écrivains. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver justement à la table des écrivains, Julien ? Tout dépend de quel côté vos lectures vous mènent. Rabelais, par exemple, vous invite au pays des gastrolâtres. Vous savez, sur les traces de Pantagruel, son géant aux appétits joyeux. Cela vénère le ventripotent Gaster, à qui il sacrifie toutes sortes de mets et de gibier. Je vous fais la liste: andouilles caparaçonnées de moutarde fine, saucisses, langue de bœuf fumée, boudin, tourte, carbonate, fraissure, fricando et ainsi de suite sur plusieurs pages. Chez George Sand, on verse moins dans la mangeaille, mais on n'en est pas moins gourmand. En témoignent les 800 pages de recettes qu'elle avait pris soin de compiler dans ses carnets, à commencer par celle de ses fameuses confitures. Victor Hugo, lui, ne cachait pas son appétit insatiable et n'hésitait pas à engloutir un homard avec sa carapace ou de croquer à pleines dents dans une peau d'orange son plat fétiche, le poulet en crapaudine, comme celui servi au cabaret de la mère Saguet dans Les Misérables. Citons encore la blanquette de veau de Georges Simenon, le bœuf en daube de Virginia Woolf, la bouillabaisse de Jean Giono, l'omelette vietnamienne de Marguerite Duras, les pieds de porc de Jim Harrison, sans oublier les innombrables plats préparés cités dans les romans de Michel Houellebecq.
Alors celui que vous avez peut-être oublié, c'est l'incontournable Alexandre Dumas en ce qui concerne la gastronomie. Eh oui, Alexandre Dumas, pour qui le mot faim était le mot le plus terrible de la langue française. F.A.I.M, bien entendu. F.A.I.M. On se souvient dans le Comte de Monte Cristo du supplice du baron Danglars enfermé à Rome par Dantès et rendant repas après repas les mignons qu'il avait volés. Dumas aimait manger et philosopher sur la nourriture. Il écrivait « L'homme sauvage mange par besoin, civilisé, il mange par gourmandise ». Mais Alexandre Dumas n'était pas qu'un gros mangeur, c'était surtout un cuisinier hors pair qui coucha sur papier à la fin de sa vie un volumineux dictionnaire de cuisine qu'il considérait comme son grand œuvre, soit 3000 recettes que cet ogre littéraire se targuait d'avoir toutes expérimentées, même si on peut douter qu'il ait vraiment goûté le pied d'éléphant, la soupe de chien, les filets de kangourou sautés, les côtelettes de chat ou le rat braisé, mais sait-on jamais. On se contente dans les pages de lire de vous proposer de découvrir sa préparation de la tortue, dont on doute qu'elle puisse être publiée dans les très sages livres de cuisine contemporains. Le rat braisé, ça doit être pas mal. Est-ce que vous diriez que écrire sur la nourriture, finalement, c'est devenu, au fur et à mesure, un exercice littéraire en soi, Julien ? Il est en tout cas pas anodin que tant de grandes plumes se soient prêtées au jeu. Vous évoquerez sans doute les critiques d'art rédigées par le jeune Baudelaire, mais les critiques culinaires n'ont souvent pas à rougir de leur prose. On a ainsi posé la question dans notre dossier à François-Régis Gaudry, chroniqueur culinaire bien connu des auditeurs de Radio France. Il nous explique ceci. La critique culinaire est une invitation à écrire de manière sensuelle et charnelle. Elle fait appel à tous les sens, offre une très grande palette syntaxique et lexicale. Il est à la fois question de texture, de sensations tactiles, d'odeurs, de chocs, d'impressions visuelles et évidemment d'expériences gustatives. Pour décrypter et recréer une expérience de table, il faut se forger son propre style. Alors pour finir, quel serait, selon vous, un menu littéraire 3 étoiles ? C'est vrai que dans les pages de livre, on a essayé d'imaginer une carte de restaurant réunissant les plus célèbres plats de la littérature. Alors je vous propose aujourd'hui, en entrée, un pâté chaud d'anguille, servi dans l'écume des jours de Boris Vian, suivi du beefsteak frites, cher à Roland Barthes dans ses mythologies. Vous pourrez ensuite savourer le plateau de fromage du ventre de Paris avant de conclure avec les tartelettes amandines de Ragueneau, dont la recette est déclamée in extenso dans Cyrano de Bergerac, le tout arrosé de la dive bouteille de Rabelais. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit. Avec tout ça, je pense qu'on n'aura plus faim. Merci beaucoup, Julien Bisson, pour retrouver votre dossier sur la cuisine des écrivains, ainsi que tout un tas, bien sûr, de chroniques et de critiques littéraires. Rendez-vous dans les colonnes du magazine Lire. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture et nous parlons de Charles Baudelaire. Baudelaire dont la vie va, au fur et à mesure qu'elle se déroule, plonger de plus en plus vers les abîmes, financièrement parlant, pour commencer. Et c'est un réel déclassement auquel il est confronté, lui qui, comme le dit Pierre Pachet, a toujours eu conscience de la place de chacun dans la société et toujours eu conscience surtout que cette place n'était pas déterminée pour toujours. Baudelaire est aussi sensible qu'un autre, et que Victor Hugo en particulier, à la misère, aux personnages qu'on voit dans la ville moderne, je sais pas, la négresse égarée, qui regrette les cocotiers absents qu'elle regarde dans Paris, ou les petites vieilles sont des poèmes d'une grande compassion, quand il suit des petites vieilles qui marchent dans la rue et qu'il les voit abandonnés, ce sont des poèmes extrêmement touchants. Et puis il y a autre chose, c'est le sentiment qu'il a que dans cette société nouvelle, la société de masse, la société industrielle, celle dans laquelle nous vivons, il y a une alternance qui est à l'œuvre et alternativement, voilà un adverbe qu'il aime, ou successivement, ou de façon successive, dans une oscillation, voilà aussi un terme qu'il aime beaucoup, on peut se trouver projeté d'une position dans l'autre, de ce qui est très haut vers ce qui est très bas, ou de ce qui est très bas vers ce qui est très haut. C'est pourquoi, par exemple, il s'intéresse d'une façon, à mon avis, tout à fait originale au personnage si médiocre à certains égards de Napoléon III, parce que Napoléon III est pour lui la démonstration que le premier venu peut, en s'emparant du télégraphe et je ne sais pas quoi, gouverner un grand peuple.
Et la mobilité sociale, si l'on peut dire, pour Baudelaire, ce sera de façon descendante qu'il la vivra, de la bourgeoisie à une sorte de misère. Ça commence assez rapidement, ça commence avec ce fameux conseil de famille, Isabelle Viéville de Georges. Oui, avec dès après ses 21 ans, avec l'hypothèque en fait de la terre de Neuilly, qui déclenche cette fois-ci un véritable, non plus conseil de famille, mais conseil judiciaire. Qu'il avait hérité de son père et que très rapidement il va qui lui hypothéquer. appartenait, qu'il a hypothéqué, et il lui restait encore beaucoup d'argent. Alors, il n'était pas richissime, mais il était assez aisé. Et il avait des revenus réguliers. Mais quand il hypothèque cette terre pour faire face à ses dettes, ça déclenche la colère de sa famille. Tout le monde se réunit. Et il faut savoir que les conseils judiciaires à cette époque étaient tout à fait des instances reconnues, et que leur compte-rendu donnait lieu à un procès verbal et que leur décision était exécutoire. Et c'est ce qui se passe. Et en 42-43, Baudelaire est jugé et condamné. C'est-à-dire qu'on nomme un conseil judiciaire, le notaire Ancel, et on met sous séquestre en fait toute sa fortune et on ne lui donne que l'équivalent de 200 francs pour vivre. C'est délicat de parler d'argent parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui rentrent en compte. Oui, il y a par plus rapport au niveau de la vie, mais d'équivalence. ça ne fait vraiment pas grand-chose du tout. Donc lui, il avait déjà créé énormément de dettes, tiré beaucoup de billets à ordre, et dès lors que le conseil judiciaire a mis sa fortune sous séquestre, c'est fini. Baudelaire ne sera plus jamais un adulte et plus jamais un homme libre. Alors c'est exactement ça, il ne sera plus jamais un adulte, mais on se demande dans quelle mesure lui-même au départ ne souhaite pas devenir un adulte, parce que de lui-même et avant cette condamnation, à un moment donné il va se dire « Ah oui, je dépense quand même beaucoup d'argent » et il va demander à sa mère de gérer pour lui son argent, il va lui donner procuration sur son argent. Et on a l'impression que cette position d'enfant, il ne veut pas, d'une certaine façon, en sortir par rapport à sa mère. Alors oui, c'est très intéressant. Justement, quand il en fait la demande à sa mère, d'abord il a très bien compris que le conseil judiciaire était en marche. Il a été aussi un petit peu surpris de voir le montant des sommes qu'il avait aliénées. Mais quand il a eu peur de lui-même, d'une certaine façon. Oui, mais il faut se rappeler qu'il est encore très très jeune. Il a 22 ans, 23 ans. Et il se rend compte qu'il va avoir un petit peu de mal à gérer tout ça. Il se retourne tout de suite vers sa mère. Mais quand il se retourne vers sa mère, il se retourne vers lui. Entre lui et sa mère, il n'y a rien et il ne doit y avoir personne. Une des choses qui va le choquer le plus profondément et le plus durablement, il a toujours eu horreur de la prostitution des choses intimes. Et c'est ce qu'il dit à sa mère: tu m'as jeté en pâture à la foule, tu as prostitué nos affaires, mes affaires, tu m'as vendu aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui, pour lui, c'est comme si on l'avait fendu en deux. C'est une humiliation. C'est une humiliation, mais même le mot humiliation est presque faible en l'occurrence. Et donc il va rentrer à ce moment-là dans une sorte de clandestinité, parce que lui qui aime beaucoup sortir ne veut, vous l'avez dit tout à l'heure, se montrer que à son avantage. Et quand on ne peut pas s'acheter de beaux vêtements ou tout simplement emmener ses vêtements, on reste enfermé chez soi. Faire nettoyer, on reste enfermé chez soi. On reste enfermé chez soi, on mange ce qu'on a. Quand on n'a plus rien, on boit, on finit sa fiole de laudanum. Et quand on n'en peut vraiment plus, on sort sans rencontrer personne parce qu'on a des trous dans son pantalon. Et on se jette sur les chemins parce qu'on ne peut plus se payer de voiture pour aller, par exemple, à Neuilly. Il habite vers l'île Saint-Louis à ce moment-là. Il faut qu'il aille à Neuilly pour demander de l'argent à Ancel, ce qui est une humiliation supplémentaire. Et Ancel lui refuse souvent. Et il est donc obligé d'emprunter sans arrêt. Et petit à petit, tout doucement, il sombre dans la pauvreté. Et au début, il continue de tirer des billets à ordre. Puisqu'on a décidé de ce que je voulais faire, je continue et peu importe. Et puis petit à petit, il prend la mesure de ce qui lui arrive. Et en même temps, on est frappé à la mort de Baudelaire. Ses deux plus proches amis, Asselineau et Poulet-Malassis, découvrent avec stupéfaction qu'Ancel et son conseil judiciaire et le montant énorme
qu'il restait encore à Baudelaire. Oui, c'est-à-dire que c'est un homme riche. C'est un homme riche, en fait. Il avait largement de quoi mettre fin une bonne fois pour toutes à toutes les terribles dettes de sa jeunesse. Ce sont les dettes qu'il aura contractées dans ses toutes premières années jusqu'à 25 ans, qui vont l'étrangler par la suite, qui vont faire que malgré tous les articles, malgré tous les essais, malgré toutes les plaquettes, malgré tous les volumes, malgré toutes les traductions qu'il va faire, malgré tout l'argent qu'il va gagner, il ne peut jamais s'en sortir. Et ça, c'est très étrange parce que même le notaire Ancel, finalement, se prend d'amitié pour Baudelaire. Baudelaire lui-même a une forme de respect pour son notaire. Il y a une passion entre la mère et le fils. Donc, on a même du mal à comprendre. Et après, à la mort d'Opic, comment il a été possible que finalement, à aucun moment, on ne rétablisse Baudelaire dans son rôle d'homme, tout simplement, qu'on le traite continuellement comme un enfant. Parce qu'il y avait cette espèce d'aura, cette sorte d'aura de débauche autour de lui, déjà, qui faisait extrêmement peur. Ancel aime beaucoup Baudelaire, très affectueusement, mais vraiment, on le considère sans arrêt comme un enfant qui se conduit mal et qui doit absolument chapitrer sa conduite et revenir à une meilleure conduite. Et ses relations avec sa mère sont passionnelles, mais dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, il ne se parle plus. Les lettres qu'il envoie à sa mère sont terribles. Jusqu'à la mort d'Opic, il va la rudoyer d'une façon absolument épouvantable. À partir du moment où elle a accepté le conseil judiciaire, il estime qu'elle l'a trahi. Et il va le lui faire payer. Il y a un jeu psychologique très pervers entre les deux. Elle est très ambivalente. Caroline est très ambivalente. Elle donne d'une main ce qu'elle retire de l'autre. D'un côté, c'est son fils et elle voudrait absolument l'aider, et de l'autre, c'est horrible, il l'a trahi sur le plan, sur la façade, sur ce qu'on doit aux autres, et c'est insupportable. Et donc, il faut le chapitrer, il faut lui expliquer qu'on doit être un homme bien, qu'on ne fait pas ce genre de choses, et venir l'embêter avec une morale bourgeoise qu'il vomit par ailleurs de mille et une façons. Et elle est dans son ambivalence, et il n'y a pas de sortie possible, et lui est coincé entre son affectif, qui est toujours la limite chez lui de son dandysme, de son amoralité. Et c'est un affectif puissant et sa vision extrêmement claire et extrêmement lucide des enjeux et de ce qui se joue. Donc c'est une espèce de descente aux enfers, émaillée quand même par un certain nombre de moments. Il y aura évidemment, on va en parler, la publication des Fleurs du Mal, mais il y aura aussi ce qu'on pourrait appeler la tentation de la Révolution en 1848, Isabelle Viéville-de-Georges. Oui, 48. Il y a deux moments dans la vie de Baudelaire où l'histoire semble fusionner un moment avec sa révolte intérieure et où il se rebelle. Et il y a le moment de la roulée quand il est au collège à Lyon, où tout d'un coup les élèves se rebellent. Ils se mettent à faire le siège du pensionnat pour une injustice. Et là, c'est pareil. Au moment de 48, il faut se rappeler il faut se rappeler un petit peu nos cours, toute cette effervescence à ce moment-là. Il y a un côté, on a envie de dire, un peu nuit debout. C'est-à-dire que les gens sont là, toute la jeunesse s'empare de tous les débats d'idées, on fait des banquets partout. Et lui-même dans ce qu'on appellerait les assemblées générales. Mais tout à fait, il les court, il y va, il s'enthousiasme, il a lu énormément, des livres d'économie politique, des livres de philosophie, il a un avis sur tout. Et surtout, il s'agit de mettre à mal le bourgeois, l'armée, l'argent. Et on arrive, 48, c'est le moment où Opic est nommé ambassadeur à Constantinople, et il emmène sa mère, il lui prend sa mère. Opic lui a tout pris, Opic est un militaire, il lui a tout pris, son argent, sa mère, et là il faut aller tuer Opic en somme. Et d'ailleurs on le retrouve complètement ivre de lui-même, en train de hurler « Allons tuer Opic, debout sur les barricades avec un fusil qu'on a trouvé, il ne sait ». Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères écloses pour nous, sous des cieux plus beaux. L'Amant des amants de Baudelaire par le groupe Babix,
qui dit bien la mélancolie qui va au fur et à mesure prendre Baudelaire. Alors, il y a quand même évidemment la publication en 1857 des Fleurs du Mal. Est-ce que c'est pas un peu trop tard presque pour Baudelaire ? Si, presque, mais il les a élaborés depuis le début et c'est son grand œuvre et il continue d'ailleurs. Il travaille très lentement. Très lentement. Mais il a fait tellement d'autres choses entre-temps aussi. Il a fait énormément de choses, beaucoup de salons, d'articles, d'essais. Mais c'est de son grand œuvre, c'est celui qui doit lui apporter la reconnaissance, la liberté, l'affranchissement, son statut d'homme. Dire justement cette dimension infinie à l'intérieur de laquelle il se meut et qu'il n'arrive jamais à faire entendre ni à faire percevoir. Il est sans arrêt mépris et les Fleurs du Mal doivent lui apporter enfin une vision. Alors que Opic vient de mourir, ça aurait été une manière finalement de lui montrer qu'il était capable de produire. Oui, il le frustre littéralement de la dernière manche, c'est horrible. Il meurt 1 mois avant la sortie des Fleurs du Mal. Et c'est un cadeau assez empoisonné. Il en fera 3, notamment celui-ci. Et ensuite, d'ailleurs, c'est sur sa tombe que rejoindra Baudelaire, d'ailleurs. Quand on va sur le cimetière Montparnasse. Il est dans la même tombe, oui. Et il y a marqué, il y a tous les faits d'armes de son beau-père. Et il y a Alors, juste marqué son beau-fils. Il y a le procès, évidemment, pour immoralité, qui condamne Baudelaire. C'est un nouveau coup qui lui est porté. Un nouveau coup qui lui est porté. Il s'attendait à ce qu'il y ait une levée de bouclier, mais il pensait qu'il y aurait réparation assez rapidement. Il n'a pas vu venir le coup, pas vraiment. Baudelaire est toujours à 2 niveaux. Il y a l'intellect et puis il y a l'affectif. Intellectuellement, il se doutait bien que ça allait bouger quelque chose. Il l'attendait même, quelque part, il était assez fier du scandale. Et en même temps, affectivement, il l'a pas vu venir du tout. Affectivement, tous ses espoirs, parce qu'il a une force d'espoir absolument colossale et vraiment particulière en dépit de la vie qu'il a menée, pensait vraiment qu'on allait lui faire réparation, que les gens montraient pour le défendre, qu'il serait reconnu. Et ça lui échappe. Et il traverse juste après un mouvement d'abattement absolument sans précédent. Parce que c'est bien le contraire qui arrive. C'est le contraire. Et les 10 dernières années qui lui restent à vivre, puisqu'il meurt quand même très jeune, oui. Vont être aussi faits de divers moments de fuite, comme par exemple l'épisode où il pense trouver en Belgique oui. un nouvel endroit pour repartir. C'est ça aussi l'éternel espoir dont vous l'éternel parliez, espoir. Isabelle. Il faut dire qu'entre-temps, les dettes sont devenues de plus en plus violentes. C'est-à-dire que maintenant, il menace physiquement d'être arrêté et il est obligé de se cacher, de passer de chambre de bonne en appartement ou en hôtel, etc. Et alors, Baudelaire est toujours très ingénieux. Il a toujours des systèmes et des plans pour arriver à prévoir. Et là, il a décidé que les éditeurs d'Hugo devaient absolument l'éditer lui et qu'il allait donner des lectures et des conférences. Poulet-Malassis, son éditeur et ami, a fui à Malines. Et donc, pour lui, maintenant, le salut est en Belgique. Il ne veut revenir en Belgique que pour gagner suffisamment d'argent pour éteindre ses dettes et ensuite rentrer à Honfleur. Mais c'est pas du tout ce qui se passe, puisque en Belgique, dans une église, l'église de Saint-Loup, foudroyé. Il est foudroyé. Il l'a vu venir. Les 2 dernières années sont une lente descente aux enfers. La syphilis a repris de plus belle. Et il sent passer, en 62, il sent passer sur lui le vent de l'aile de l'imbécilité. Et donc c'est la syphilis qui l'emporte. C'est la syphilis qui l'emporte sous forme d'attaque cérébrale. Donc il a cette chute. Et puis il se couche et il devient paralysé du côté droit. Il n'arrive plus qu'à prononcer un seul mot, Crénon. Au début, il marche encore. On arrive à le relever un petit peu pendant 2-3 mois. Et puis très vite, c'est la fin. Il arrive encore à communiquer. Il a son espoir, même à ce moment terrible, il ne perd pas espoir. Et Asselineau se rend compte un jour que, parce que Baudelaire arrive à le lui montrer, qu'il a mis pour lui une date butoir, le 31 mars 66, il sera debout et guéri. En tout cas, il l'espère. Et quand le 31 mars arrive, rien ne s'est amélioré. Et à partir de ce moment-là, c'est assez terrible. Baudelaire se couche, il ne se bat plus et il attend de mourir. Et ce sera finalement la première fois de sa vie qu'il ne se battra plus. Oui. Il y a beaucoup de textes sur Baudelaire, Benjamin Fondane, Sartre, Yves Bonnefoy. Et pourtant, le Baudelaire qui en émane, et c'est vous qui le dites dans votre essai, reste un homme maudit, non par ce qu'il fit, mais par ce qu'il fut. C'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Est-ce que sa vie, dans l'imaginaire des gens, a pris presque le pas sur son œuvre ? Oui, mais je dirais, encore une fois, souvent il est mépris dans cette acception. C'est que
sa vie, ce qu'on a bien voulu voir de sa vie. On ne retient jamais à quel point il a été travailleur et plein d'espérance et plein de qualités magnifiques, en fait. Eh bien, merci. Merci beaucoup. J'espère que grâce à cette émission, on s'en souviendra davantage. Pour terminer, je vous propose d'écouter Jacques Bonafé qui, cette semaine, lit justement des textes de Charles Baudelaire. Bonjour. Un petit Baudelaire de saison. Comme tous ces grands poètes qu'on apprend à l'école, Baudelaire nous prépare au changement de saison avec, il est vrai, un enthousiasme qui lui est propre. Verlaine trouve que les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Baudelaire, lui, est moins sinueux, on peut dire qu'il va droit au pire. Bientôt, nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres le bois retentissant sur le pavé des cours. Un peu plus tard, dans ce chant d'automne, j'écoute en frémissant chaque bûche qui tombe. L'échafaud combattu n'a pas d'écho plus sourd. Mon esprit est pareil à la tour qui succombe sous les coups du bélier infatigable et lourd. Il me semble, bercé par ce choc monotone, qu'on cloue en grande hâte un cercueil quelque part. Pour qui ? C'était hier l'été, voici l'automne. Ce bruit mystérieux sonne comme un départ. On ne peut pas dire, ça me met plutôt de bonne humeur. C'est Baudelaire, c'est Baudelaire. Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis, elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râler d'un blessé qu'on oublie au bord d'un lac de sang sous un grand tas de morts et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts. Et il a visiblement du mal à digérer son époque, son Napoléon III ou son procès, même le fameux Use Pinard. Dans les caveaux d'insondable tristesse, le bourdon se lamente et la bûche enfumée accompagne en fossé la pendule enrhumée. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, il faudrait faire un peu le point sur ce fameux spleen. Baudelaire nous propose la réversibilité. Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse? Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine, les poings crispés dans l'ombre et les larmes de fiel, quand la vengeance bat son infernal rappel, et de nos facultés se fait le capitaine. Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine? Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres, qui le long des grands murs de l'hospice blafard, comme des exilés s'en vont d'un pied traînard cherchant le soleil rare, et remuant les lèvres? Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres? Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides et la peur de vieillir et ce hideux tourment de lire la secrète horreur du dévouement dans des yeux où longtemps burent nos yeux avides? Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides? Ange plein de bonheur, de joie et de lumière, David mourant aurait demandé la santé aux émanations de ton corps enchanté, mais de toi je n'implore, ange, que tes prières, ange plein de bonheur, de joie et de lumière. Extrait des Fleurs du Mal, 1857. Voilà pour ces poèmes de Baudelaire, lu et commenté par Jacques Bonafé. Baudelaire dont nous avons parlé aujourd'hui avec Isabelle Viéville de Georges, dont je rappelle l'ouvrage Baudelaire clandestin de lui-même. C'est chez Léo Cher qui a également publié la biographie d'Edgar Allan Poe que Isabelle Viéville de Georges lui a consacrée. Alors demain, nous suivrons les traces parisiennes de Baudelaire qui, dans Paris, occupa une quarantaine de logements. Ce sera avec Didier Blonde qui retracera cet itinéraire parisien. Et en deuxième partie, Michel Deguy questionnera la piété baudelairienne. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Jean-Guilain Meige. Et pour la préparation, Corinne Amar, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Eva Le Sceau.
Il y a presque 16h sur France Culture. Vous retrouvez bientôt la méthode scientifique et Nicolas Martin. Très bon après-midi à toutes et à tous.